et toute l'équipe de gestion qui ont procédé à initier ce cycle de visioconférence dans plusieurs disciplines, ce qui ne peut être que bénéfique pour nos étudiants. Mes vifs remerciements vont aussi au professeur Benoît Rito d'avoir accepté mon invitation à animer ce webinaire sous le thème « La peur exponentielle des comptes orientaux au Covid-19 ». Avant de présenter la biographie de notre conférencier, je voudrais passer la parole à Monsieur le doyen pour donner le mot de bienvenue aux conférenciers et à tous les participants. À vous la parole, Monsieur le doyen. Merci beaucoup, Madame le professeur Ali. Je voudrais tout d'abord remercier notre conférencier d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous et merci à tout votre laboratoire pour votre implication. J'espère que ceci ouvrira une collaboration entre votre équipe, votre laboratoire et les équipes justement de recherche et laboratoire de notre université. Alors, je tiens aussi à remercier Madame le professeur Ali pour son engagement, pour son dynamisme et particulièrement pour l'organisation de ce webinaire. Et à travers Madame Ali, à travers le professeur Ali, je voudrais remercier tous mes collègues de la faculté des sciences, et également de l'université, et pourquoi pas de toute l'université marocaine. Parce que non seulement, dans un moment qui était difficile, nous avons pu assurer la continuité pédagogique. Et je donne toujours l'exemple de la faculté de sciences parce que c'est l'établissement où nous sommes plus de 2200 ressources pédagogiques produites durant cette période-là. Aussi, je le remercie d'avoir assuré la continuité scientifique à travers ces webinaires, rien que pour cette période de confinement, 17 conférences ont été organisées et d'autres sont prévues même demain, même la semaine prochaine. Je ne peux que remercier mes collègues. C'est ça l'engagement, c'est ça la responsabilité quand on est universitaire. Notre pays et la communauté scientifique, même j'allais dire nationale et internationale, fait appel à nous et nous sommes là. Je le remercie aussi d'assurer l'aspect recherche scientifique à travers un encadrement qui est des fois difficile parce que nous avons l'habitude de travailler dans les laboratoires et avec le confinement, nous étions obligés de fermer les laboratoires et il fallait aussi assurer cet aspect-là sur le plan recherche scientifique. Donc, il y a des articles qui sortent, il y a des encadrements qui sont en cours dans des moments difficiles. Et il est sûr qu'on parle de confinement, de rester chez soi, mais sur le plan travail, l'heure, le volume horaire de l'enseignant, je dirais comme ça a été triplé et pourquoi pas quadruplé. Et je parle de moi-même et je parle de mes collègues qui restent avec moi avec des échanges jusqu'à des heures très tard la nuit. Donc, je ne peux que le rendre hommage aujourd'hui. Et je rends hommage aussi au personnel administratif et technique de notre faculté. Je cite particulièrement aujourd'hui avec nous le mien qui est tout le temps présente, même jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Elle est là en train d'échanger avec nous. Donc, merci à vous, monsieur le professeur. Merci à toute votre équipe. Et j'espère que ce webinaire sera l'occasion pour entamer une collaboration fructueuse entre votre laboratoire et notre laboratoire à la faculté des sciences de Tétouan de l'université Abdelmalek Saad. À vous la parole, professeur Ali. Merci, monsieur le doyen. Chers participants, maintenant je vais vous présenter un résumé de la biographie du professeur Benoît Rito. Le professeur Benoît Rito est un enseignant-chercheur en mathématiques à l'université Sorbonne, Paris-Nord. Ses recherches en mathématiques ont tout d'abord concerné la théorie encodique à l'interface entre les systèmes dynamiques et les probabilités. Il s'est ensuite tourné vers des questions de théorie différantienne des nombres, puis a étudié les fractions continues dans une perspective combinatoire. Avec ses collaborateurs, il a obtenu un ensemble de résultats nouveaux sur les suites de Fibonacci aléatoires, en rassemblant des techniques issues des systèmes dynamiques, de la combinatoire et de la théorie des nombres. Plus récemment, il s'est intéressé à des objets combinatoires disposant de structures algébriques particulières, les mots circulaires, et on a dégagé un ensemble de propriétés nouvelles qui ouvrent des perspectives de recherche. Depuis plus de 20 ans, il enseigne les mathématiques à des étudiants de tous les niveaux et de toutes filières scientifiques, notamment pour former de futurs professeurs, de futurs chercheurs et de futurs ingénieurs.
Il s'intéresse également aux questions d'enseignement au travers de publications spécialisées en didactique des mathématiques. En plus de ses recherches et de son enseignement, le professeur Benoît Ritou est actif dans le domaine de la vulgarisation mathématique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, articles et vidéos de vulgarisation. Ses productions s'intéressent à tous les publics, jeunes enfants, adolescents, étudiants désirant d'élargir les perspectives de ce qui leur est enseigné, mais aussi adultes et retraités qui apprécient de redécouvrir les mathématiques avec un regard nouveau. Plusieurs de ces ouvrages ont été traduits en plusieurs langues et deux d'entre eux ont obtenu des prix en Italie. Enfin, Benoît Ritou s'intéresse également à l'histoire des idées mathématiques et leur impact dans nos sociétés. Sa conférence aujourd'hui traite notamment de ce dernier point et pour partie tirée de son ouvrage « La peur exponentielle » paru en 2015 aux presses universitaires en France. L'épidémie de Covid-19 a été l'occasion pour le grand public d'entendre parler de croissance exponentielle et de s'en inquiéter. En réalité, c'est depuis le milieu du XXe siècle que cette croissance est associée à diverses craintes plus ou moins rationnelles. La vitesse toujours surprenante avec laquelle l'exponentielle produit des nombres de plus en plus grands a été repérée dans l'époque médiévale, qui nous a légué un fameux conte oriental sur des grains de blé que l'on double sur les cases d'un échiquier. Penseurs, mathématiciens, démographes ou encore théologiens se sont penchés depuis cette époque sur cette manière mathématique de créer des nombres qui nous fascinent et nous effraient encore aujourd'hui. Alors, professeur Benoît Ritou, je vous donne la parole pour commencer votre conférence. Ravi, encore une fois, de vous recevoir ici à notre faculté des sciences de l'Université Abdelmelek Saadi de Tétouan. Merci beaucoup. À vous la parole, professeur Benoît. Merci, cher Harry, merci à tous, merci monsieur le doyen, merci à tous d'être présents. Je suis très honoré, et je le disais tout à l'heure, très impressionné de voir la capacité d'organisation qu'est la vôtre. Et effectivement, monsieur le doyen le disait, le dynamisme d'Arish pour organiser une conférence en moins d'une semaine qui rassemble, je vois déjà plus d'une centaine de participants. Alors, je vais faire le partage d'écran de l'exposé. Est-ce que vous voyez la présentation? Elle est en train. Elle est en train d'arriver? Oui, on la voit. Oui, on la voit. D'accord, parce que je ne vois pas la même chose que ce que vous voyez, semble-t-il. Je n'ai pas l'habitude de Google Meet. Donc, si vous voyez, tant mieux. Donc, comme vous l'avez dit, Harry, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nord, enfin Sorbonne Paris-Nord, et je suis aussi un des fondateurs d'un groupe qui s'appelle le groupe Alpage, qui est un groupe de vulgarisation des mathématiques. Alpage, c'est pour Alger, Paris et Genève. C'est un groupe francophone de réflexion et de production de sujets de vulgarisation des mathématiques. Et ce serait un plaisir de joindre des collègues marocains à ce groupe qui comporte des Français, des Suisses, des Canadiens et des Algériens pour l'instant. Donc, je vais parler de la notion d'exponentielle, qui est une notion que vous connaissez probablement à peu près tous, mais plus précisément de l'idée de croissance exponentielle. On ne va pas vous faire un cours sur la fonction elle-même que vous connaissez, mais plutôt sur la façon dont la croissance exponentielle est perçue, à la fois aujourd'hui, mais dans l'histoire. Et effectivement, pour commencer à expliquer cette perception historique, je vais revenir sur cette légende, une légende du fond des âges, qu'est la légende des grains de blé sur l'échiquier. On ne connaît pas bien son origine. La plus ancienne attestation qu'on en ait, c'est un manuscrit persan du IXe siècle. Et elle a circulé dans tout le bassin méditerranéen et au-delà du côté de la Perse, dans le croissant fertile, en Égypte. On ne connaît pas exactement son origine. Il en existe évidemment beaucoup de versions. L'une d'elles raconte que le bon roi Shiram, le bon roi des Indes, arrivé au terme de sa vie, commence à s'ennuyer. Il souffre de mélancolie, dirait-on à l'époque, parce qu'il a
pacifié les frontières, il a rendu son pays prospère, il ne sait plus trop quoi faire. Et son ministre, qui s'appelle en général Sessa, Sassa, Sissa, il y a plusieurs versions, Sissa Ben Daïr, invente la version moderne du jeu des échecs pour désennuyer son roi. Et le roi est tellement content qu'il devient un champion des échecs et au bout pour remercier son ministre, il lui dit « Je t'offre la récompense de ton choix ». Et Sessa répond « Eh bien, je veux 1 grain de blé pour la première case de l'échiquier, 2 grains de blé pour la deuxième case de l'échiquier, attention, 4 grains de blé pour la troisième case, puis 8 pour la quatrième, 16 pour la cinquième, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grains sur chaque case jusqu'à la 64e. Le roi ne trouve pas ça très sérieux, il dit « Écoute, tu t'adresses quand même à un souverain puissant, tu peux me demander des terres, tu peux me demander des navires, tu peux me demander tout un tas de choses, mais tu me demandes quelques grains de blé, écoute, tu ne pourrais pas réfléchir un petit peu plus ?» Et c'est ça, dit « Non, c'est tout ce que je demande. » Et donc le roi répond « Bien, écoute, va au diable, va voir mes comptables, mes intendants, ils feront le compte du nombre de grains de blé et tu repartiras avec tes quelques sacs de blé. » Et les comptables commencent à calculer et se rendent compte, au bout de la 25, 26, 27e case, que le nombre total de grains est en réalité très très grand, tellement grand que jamais le roi ne pourra produire assez de blé dans son royaume pour honorer sa promesse. Et donc les intendants vont voir le roi pour lui expliquer ça, et le roi, alors les versions divergent, mais l'une d'elles dit que le roi se tourne vers son ministre et s'incline en disant « Eh bien, je ne peux pas honorer ma promesse, et donc tout ce que je peux faire, c'est te céder le trône. » Ce à quoi Sessa répond « Eh bien, j'ai gagné ton estime, c'est tout ce qui m'importait, et maintenant nous sommes quittes. » Aujourd'hui, cette histoire, elle est beaucoup racontée sous plusieurs variantes, et on en fait beaucoup une énigme mathématique, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui est important, c'est de compter le nombre de grains total sur l'échiquier. À l'époque, il semble que ça n'ait pas été ça. L'objectif premier de cette histoire était d'abord un objectif moral, ou un objectif de formation. Il s'agissait de former des futurs généraux, des futurs chefs de guerre, à la prudence et à ne pas prendre des décisions irréfléchies. C'est un petit peu l'idée de départ. Il y a aussi d'autres versions un peu plus tragiques, un peu plus émouvantes, où Sessa n'obtient pas sa récompense pour désennuyer le roi, mais sa mission, c'est d'annoncer à la reine que le roi est mort à la guerre. Et pour le faire avec tact, il prend un échiquier, il déplace les pièces comme sur la bataille, et à la fin, il couche le roi, et c'est son tact qui lui vaut sa récompense. Donc on a des versions assez variées. Mais on peut s'intéresser à l'aspect purement mathématique, et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, mais on doit aussi s'intéresser aux résonances de cette histoire-là, qui est beaucoup plus qu'une simple énigme mathématique. C'est vraiment un conte sur l'histoire du monde, et qui se prolonge encore aujourd'hui, dans tout un tas de façons qu'on a d'envisager le monde. Donc pour commencer, voyons combien vaut le nombre total de grains sur la légende, qui est très connu au IXe siècle, et le nombre total est parfaitement connu depuis au moins cette époque. Donc on part d'un échiquier, et on place bien 1 grain sur la première case, 2 grains sur la deuxième, 3 grains sur la troisième, 4 grains sur la troisième, puis 8, puis 16, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, ça commence assez vite à faire beaucoup. Et si on veut l'écrire mathématiquement, eh bien on dira que sur la première case, il y a 1 grain, c'est-à-dire 2 puissance 0. Petite difficulté assez courante, que la première case, en fait, devrait être numérotée 0, pour que les suivantes, la puissance de 2 qui correspondent au numéro de la case. Donc 2, c'est 2 puissance 1, puis 2 puissance 2, puis 2 puissance 3, et ainsi de suite. Et sur la nème case, il y a 2 puissance n-1 grains qui sont à mettre. Et donc, jusqu'à la dernière case, la 64e case, devra avoir 2 puissance 63 grains. Donc, le nombre total sera la somme de toutes les puissances de 2 jusqu'à 2 puissance 63. Ça nous donne une première formalisation mathématique, mais ça ne nous dit pas exactement combien ça fait en tout. Et si on veut compter en tout, on peut le faire avec des formules que vous connaissez probablement tous et qu'on apprend
même avant l'université, c'est ce qu'on appellerait la somme des termes d'une suite géométrique. Mais on peut aussi se poser la question d'une autre façon, et c'est intéressant dans une perspective à la fois d'enseignement, de vulgarisation ou un point de vue historique, c'est comment est-ce que les conteurs orientaux du IXe siècle, qui n'étaient pas forcément mathématiciens, qui ne savaient même pas forcément écrire, tout simplement, pouvaient connaître le nombre total de grains et avoir compris la vitesse de croissance de ce phénomène qu'on appellerait, nous, exponentiel. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser le formalisme qu'on connaît, essayer d'utiliser une démonstration la plus élémentaire possible, la plus accessible possible, qui fasse appel au moins de connaissances possibles, même si les mathématiciens, depuis l'Antiquité, avaient déjà répondu à la question. Donc, une façon de voir, c'est d'imaginer une 65e case. On met une 65e case à l'échiquier et on suppose qu'elle aussi doit recevoir 2 fois plus de grains que la 64e, c'est-à-dire qu'elle devrait en avoir 2 puissance 64, c'est ce qui est écrit en bas. Et pour remplir cette 65e case avec le nombre de grains qui lui est dévolu, on va utiliser les grains qui sont sur l'échiquier, sur les 64 premières cases de l'échiquier. On va commencer par prendre le contenu de la 64e case. On sait qu'il y a 2 puissance 63 grains sur cette 64e case. Désolé du décalage, on ne peut pas faire autrement. Et que cette 64e case contient la moitié de ce qui doit être donné à la 65e, puisqu'on doit doubler à chaque fois. Donc, quand je dépose le contenu de la 64e case dans la 65e case, c'est comme si je remplissais la moitié de ce qu'il fallait, avec 2 puissance 63. Ensuite, eh bien, je vais prendre le contenu de la 63e case, qui est la moitié de celui de la 64e, donc on va remplir à nouveau la moitié de ce qui manque. Et ce sera la même chose avec la 62e case, qui contient la moitié de ce que contient la 63e. À chaque fois que je prends le contenu d'une nouvelle case, je remplis la moitié de ce qui me manque encore, et ainsi de suite. On va dire par récurrence aujourd'hui, même si à l'époque on ne pouvait pas dire ça. Ne raisonnez pas encore par récurrence, mais l'idée est assez claire. Quand on va mettre le grain unique de la toute première case, là encore, on va faire le même procédé, on va mettre la moitié de ce qui manque. Et donc, il faudrait, une fois mis tous les grains de toutes les 64 premières cases sur la 65e, il en manque encore un pour que la 65e case ait le bon nombre de grains, c'est-à-dire 2 puissance 64. Une autre façon de dire la même chose, c'est le nombre total de grains qu'il y a sur l'échiquier à 64 cases, c'est 2 puissance 64, le nombre d'éléments sur la 65e, le nombre de grains sur la 65e, moins 1. Donc ça, dire 2 puissance 64 moins 1, ça donne déjà une expression un petit peu plus précise que simplement la somme des puissances de 2, c'est une expression plus concise, mais ça ne nous dit pas exactement combien ça vaut quand même. Hein. Oui, 2 puissance 64, ça reste assez abstrait. Et donc on a besoin de trouver ensuite une technique mathématique précise pour calculer 2 puissance 64. Évidemment, 2 puissance 64, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors on peut le faire comme ça, mais ça va être très long. Et ça va être source d'erreur. Au bout d'un moment, on va bien finir par oublier une retenue, on va bien finir par se tromper. Et donc, la question qui se pose, c'est comment le faire rapidement. Alors, la première attestation qu'on a de ça, elle ne date pas du IXe siècle et du premier texte sur la légende, elle date du début du XIIIe siècle et de Fibonacci. Donc, Fibonacci est un marchand italien qui vient de Pise. Son vrai nom, c'est Léonard de Pise. Qui a été formé probablement en Afrique du Nord, aux mathématiques, peut-être en Algérie. Pas de certitude absolue sur l'endroit où il a été formé. Et il en est revenu avec ce que nous appelons aujourd'hui les chiffres arabes, c'est-à-dire la numération arabe, la numération à base 10 de position qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette numération-là, elle est donc dans la sphère d'influence arabe, islamique. Elle est connue et utilisée depuis le IXe siècle. Elle a été importée d'Inde par un des grands algébristes du IXe siècle qui est Al-Khwarizmi. J'essaye de le prononcer bien, j'avais appris à une époque à le prononcer comme il faut. En français, on dirait Al-Khwarizmi. Désolé, mais il faudrait plutôt le prononcer autrement. Et donc, depuis le IXe siècle, et Al-Khwarizmi, en gros, c'est le système de numération décimale qu'on connaît aujourd'hui est utilisé dans cette sphère, mais n'est pas utilisé en Europe. En gros, 4 siècles de retard. Et donc, Fibonacci, se formant en Afrique du Nord, en revient et disant, ouais, il y a une sorte de mise à jour logicielle qu'on devrait faire chez nous, parce que là, pour le coup, on utilise un système qui est bien moins bon. En Europe, on utilise encore les chiffres romains, on utilisait la BAC.
Et donc, pour promouvoir en Europe l'usage de la numération dite arabe ou indo-arabe, il écrit ce livre qui s'appelle le Liber Abaci, qui veut dire en latin le livre du calcul. C'est une sorte de livre promotionnel, si en exagérant un petit peu, un livre promotionnel pour les chiffres arabes et les algorithmes qui sont associés. Et donc, pour promouvoir les chiffres arabes, il donne tout un tas de problèmes qu'il peut résoudre assez facilement avec ces chiffres-là, et notamment avec des grands nombres. Et l'exemple de la légende sur l'échiquier lui va tout à fait. Et alors, il ne donne pas les détails de la légende, il dit juste qu'on double des grains sur un échiquier, il n'est pas au courant du roi des Indes, du ministre, etc. Il se contente vraiment de l'aspect purement mathématique. Et il propose ce qui semble être ce qu'on appelle aujourd'hui un algorithme d'exponentiation rapide pour calculer 2 puissance 64. Donc, il commence par dire 2 fois 2, ça fait 4, ça, c'est pas compliqué, donc, et ça donne 2 au carré. Et plutôt que de faire 4 fois 2, puis 8, puis 8 fois 2, 16, etc., il fait directement 4 fois 4. Donc 4 fois 4 égale 16, qui donne 2 puissance 4. Puis 16 fois 16 égale 256, qui donne 2 puissance 8. Donc on voit que les puissances de 2 qu'on atteint là, en seulement 3 lignes, atteignent déjà la puissance 8e. Et à nouveau, bien sûr, on fera pareil, 256 fois 256, c'est 65 536 pour obtenir 2 puissance 16. Ça se fait assez bien. Ensuite, 65 536 fois 65 536, c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même tout à fait à la portée, même d'un élève d'aujourd'hui, même si on est moins habitué à ce genre de calcul, et ça lui fait 4 milliards et quelques, qui vaut 2 puissance 32. Le seul calcul un peu long à faire, c'est le dernier, donc c'est 4 294 967 296 fois 4 294 967 296, et Fibonacci trouve que ça fait 18 446 744 73 709 551 616, qui vaut 2 puissance 64. Ça n'est pas tout à fait le nombre de grains, puisque vous savez que, on l'a dit tout à l'heure, il faut enlever 1, le grain en trop, ou le grain en pas assez. Donc la réponse finit par un 5 et pas par un 6. Donc voilà la technique de Fibonacci, qui est une technique très moderne et qui est précurseur en quelque sorte de techniques qu'on utilise aujourd'hui pour calculer des grands nombres de cette façon-là. C'est un sujet important. Et donc, avec ce calcul-là, on comprend qu'effectivement, le nombre qui nous intéresse, le nombre total de grains, est tout à fait immense. Et c'est un peu inattendu. C'est un peu inattendu, et on peut appeler ça un défi à l'intuition, et c'est ce que certains ont appelé le biais exponentiel. C'est-à-dire, comment ça se fait que, avec finalement peu de choses, on arrive à faire autant? On part d'un grain, on multiplie par 2, on a 64 cases. Ce ne sont pas des nombres très grands, ça. Et avec ça, et un procédé élémentaire de multiplication, tout ce qu'il y a de banal, on arrive à produire des nombres gigantesques, des nombres dont on n'arrive pas à imaginer l'immensité quand on donne le problème. Et c'est ça le côté assez visionnaire du conte oriental sur les grains, des grains qu'on double sur l'échiquier, c'est d'avoir mis en scène ce défi à l'intuition qui nous habite toujours aujourd'hui. Si vous demandez à n'importe qui combien ça fait de grains sur la 64e case, personne, d'une façon générale, n'arrive à imaginer que la quantité totale soit aussi grande. Et il y a plein de variations autour de ce thème qui montrent que notre intuition est un petit peu dépassée. Alors, il y a 2 hommes qui vont relever le défi, enfin, parmi d'autres, mais les hommes pour relever ce défi à l'intuition. Le premier, c'est à nouveau Fibonacci. Fibonacci, dont j'ai dit que son livre, son Liber Abaci, c'est une sorte d'opération promotionnelle. J'exagère un peu, hein, c'est beaucoup plus que ça. Opération promotionnelle, publicité pour les chiffres arabes. Et il dit, vous voyez, on y arrive. Ce sont des très grands nombres, mais on arrive à les calculer, on arrive à les dominer. Hein. Et il ajoute, lorsque les nombres en jeu dépassent les grandeurs que l'on est capable de reconnaître, nous sommes capables de montrer comment on peut les comprendre clairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'admiration craintive, hein, dans des « oula, c'est des très très grands nombres, on n'y a pas accès, on ne peut pas comprendre ça ». Pas du tout. C'est un mathématicien, une sorte un peu de conquérant. Ça c'est intéressant. C'est pas parce qu'on a du mal à l'imaginer qu'on ne peut pas travailler avec, qu'on ne peut pas faire de mathématiques, et qu'un jour, si on travaille un peu, on finit par dominer la chose. Et il y a une autre personne qui est beaucoup moins connue que Fibonacci, c'est Ibn Khaldun. Pardon de ne pas pouvoir le prononcer comme il faudrait, je vous ai mis le nom arabe aussi pour
que vous puissiez voir comment le dire en arabe. Ibn Khalikan, donc il vient un petit peu après Fibonacci, il n'est pas mathématicien, pas du tout, et il est connu au XIIIe siècle pour avoir écrit un dictionnaire biographique qu'il a mis 20 ans à écrire. C'est un énorme travail où il écrit des biographies d'hommes illustres, et il écrit notamment sur un dénommé As-Souli, qui est un joueur d'échecs du IXe siècle, et eh bien, tout en parlant d'As-Souli et de sa vie, il raconte l'histoire des grains sur l'échiquier, et il a un moment intéressant. Il dit, donc après avoir expliqué le nombre total de grains, il dit « Cela me parut douteux que la quantité totale pût être si grande qu'on le dit. Mais un comptable que j'ai rencontré à Alexandrie m'en a donné une explication qui m'a convaincu que c'était vrai. » C'est, je crois, la première fois que quelqu'un qui n'est pas mathématicien, même les mathématiciens d'ailleurs, explique ce qu'il a ressenti lui-même en entendant cette histoire. Donc c'est un vrai document historique et pédagogique, et où l'explication du comptable d'Alexandrie, qui doit être vraie, on peut penser que c'est honnête. Ibn Khalikan est probablement égyptien, on ne sait pas exactement d'où il vient, mais il est probablement égyptien. Et donc le comptable lui explique de la même façon qu'essaye de faire Fibonacci, c'est-à-dire il met les grains dans des sacs, puis ensuite il met des sacs dans des plus grands sacs, puis les plus grands sacs dans des silos, puis les silos dans des grandes fermes, puis ensuite dans des villes, etc. Et petit à petit, il arrive à essayer de donner comme ça, en faisant des facteurs multiplicateurs, il arrive à essayer de donner une idée de l'immensité du nombre de grains. Le comptable d'Alexandrie avait visiblement déjà bien réfléchi à la question et avait une idée pédagogique pour expliquer. Parce que le fait est que le biais exponentiel, ce qu'on appelle aujourd'hui le biais exponentiel, et qui a recommencé à être étudié à partir des années 70, c'est que la courbe de l'exponentielle est très difficile à concevoir par notre cerveau, qui a du mal à imaginer que ça aille aussi vite qu'on le dit. Même quand on essaye, même quand on est au courant, on se fait piéger. Alors, au-delà de l'aspect purement mathématique du calcul du nombre de grains, et ensuite de l'étonnement que ça provoque, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, tout un ensemble de conséquences conséquences intellectuelles, philosophiques, sur l'impact de ce type de croissance dans notre monde. Et il est assez caractéristique que le conte initial avait deux versions un petit peu différentes, qui ont l'air tout à fait identiques qui le sont sur le fond, mais qui sont très différentes sur la forme. En général, aujourd'hui, on double des grains de blé. Ce qui est doublé, c'est des grains de blé. Alors, des fois, c'est des grains de riz, parce qu'on veut donner, alors, au moins en Europe, on aime bien doubler des grains de riz parce qu'il s'agit de donner une connotation orientale ou extrême orientale. Donc, parfois, le blé est remplacé par du riz. Mais dans d'autres textes plus anciens, ce qu'on double, ce sont des dirhams. Le premier texte persan sur le sujet ne double pas de blé, en fait, il double des dirhams. Et les deux sont plus ou moins équivalents. Soit on double un centime ou un grain de blé, les deux sont considérés comme insignifiants. L'idée, c'est de partir de l'insignifiance pour produire quelque chose d'immense. Pourquoi c'est intéressant que les deux versions aient existé, c'était ces deux choses-là qui ont été doublées? Eh bien parce que, du point de vue, quand on double du blé, ce qui est doublé, c'est en quelque sorte une production naturelle. C'est une plante, une graine. Alors que quand on double des dirhams, on est plutôt dans un registre économique, monétaire. Et même si c'est purement embryonnaire dans les différentes versions de départ, ça donne lieu à des interprétations, à des conséquences qui sont dans deux grands domaines assez distincts. Et le côté dirham, si je puis dire, est utilisé au XVIIIe siècle, notamment par un penseur, un pamphlétaire anglais, qui est Richard Price, qui est un penseur libéral donc du XVIIIe siècle anglais. Donc l'ouvrage en question, c'est sur les pensions de réversion, de veuvage, peu importe, mais il est intéressant à citer parce que dans une note de bas de page au début de son livre, il écrit « Un penny », donc un centime, un dirham si vous voulez, un penny placé lors de la naissance de notre Sauveur. Donc,
pour lui, il est anglais, il est anglican probablement, donc c'est-à-dire à la naissance de Jésus, donc au temps, enfin, à l'année 1 du calendrier. Donc un penny placé lors de la naissance de notre Sauveur à 5% d'intérêt composé aurait, avant notre époque, cru jusqu'à atteindre une somme plus grande que celle qui serait contenue dans 200 millions de fois tout l'or de la Terre. Donc, au lieu de doubler des grains et doubler des dirhams, c'est exactement le même principe. Les intérêts composés, donc qui sont vous placez votre argent à la banque et tous les ans vous avez des intérêts sur non seulement sur le capital mais aussi sur les intérêts eux-mêmes, produit une croissance exponentielle. Et pour lui, c'est très bien. Il pense que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes, parce que, eh bien, évidemment, un particulier ne peut pas placer son argent comme ça à intérêt composé pendant 1800 ans, mais un État, une nation peut le faire et peut envisager sur de très long terme de faire des placements qui assureront la prospérité de ses descendants. Donc, pour lui, c'est une politique d'État qui découle de ce principe-là, qu'on va doubler des pennies, et c'est très bien. Et puis, l'autre grand volet, donc, parallèlement au volet économie, monétaire, production d'argent, il y a le côté grain de blé, féconde nature. Et là, pour donner un autre exemple aussi d'enthousiasme devant les merveilles de l'exponentiel, j'ai choisi un passage de Jules Verne. Donc, c'est dans L'île mystérieuse. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Donc, L'île mystérieuse, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent sur une île déserte. Enfin, ils croient déserte au début et ils doivent trouver de quoi manger, trouver de quoi s'organiser. Et donc, on est à ce moment-là de l'histoire et il y a un dialogue qui s'installe entre deux personnes. Donc, d'une part, Cyrus Smith, qui est l'ingénieur, qui est celui qui sait tout, qui va régler les problèmes, qui a toutes les bonnes idées, c'est un peu le chef, qui sait comment on va organiser les choses. Et puis Pencroff, qui est un brave marin, qui est une sorte d'exécutant. Il n'est pas très intelligent, mais il fait ce qu'on lui dit, il a toujours de bonne volonté, et bon, il a tout à fait sa place dans le groupe. Et à un moment donné, donc, Pencroff met la main dans sa poche par hasard, et en ressort, devinez quoi, un grain de blé. Et Cyrus Smith se tourne vers lui et lui dit « Mais Pencroff, savez-vous combien un grain de blé peut produire d'épis » « 1, je suppose, répondit le marin surpris de la question. « 10, Pencroff. Et savez-vous combien un épi porte de grains » « Ma foi, non. »« 80 en moyenne, dit Cyrus Smith. Donc, si nous plantons ce grain, à la première récolte, nous récolterons 800 grains, lesquels en produiront à la seconde 640 000, à la troisième 512 millions, à la quatrième plus de 400 milliards de grains. » À cela, suivant son habitude, Pencroff ne crut pas pouvoir répliquer autrement que par un hurrah formidable. Donc là, on est dans les merveilles de l'exponentiel. Hein. Tout va bien, on va produire des richesses, on va produire de la nourriture pour tout le monde. Et c'est assez typique de ce qui peut se passer pendant pas mal de temps. Donc, si on veut synthétiser disons, cette période-là plutôt confiante et qui voit dans l'exponentiel quelque chose d'un peu magique, donc on a l'aspect émerveillement devant les très grands nombres. Donc, par exemple, chez Verne, je l'ai cité. Alors, je mentionne aussi un autre donc, ici, qui est Jean Lurchon, qui n'est pas très connu. C'est un mathématicien du XVIIe siècle et qui est peut-être un des grands inventeurs de cette idée-là. Alors, lui, c'était un mathématicien qui a écrit un livre sur les récréations mathématiques, les jeux, les petites énigmes. Et il semble le premier à avoir eu cette idée que, eh ben oui, dans la nature, si on laisse... que ce soit des épis de blé, mais ça peut être des animaux aussi, ça peut être donc, tout un tas de choses, des grains de moutarde, il y a tout un tas d'exemples. Et en quelques années, on arrive à recouvrir la terre avec du blé, avec des grains de moutarde et autres. Et donc on joue, on est dans le registre de la récréation mathématique, où on s'émerveille comme Verne. Alors ça peut aussi être des projets politiques. Hein. Donc, par exemple, William Petty, c'est le premier démographe ou pré-démographe. Il a l'idée que ce serait pas mal pour comprendre la population et les dynamiques des populations d'aller se renseigner, d'aller lire les actes d'état civil pour savoir combien il y a de personnes exactement. Donc, on est à la fin du XVIIe siècle anglais et là, comme ailleurs, on n'a absolument pas de recensement de la population. On ne sait absolument pas combien il y a de personnes. La pyramide des âges, tout ça, ce sont des choses dont on a une idée très floue. Et c'est le premier à vouloir essayer de mettre un peu de mathématiques là-dedans.
Et il utilise notamment l'exponentielle pour essayer de prévoir, par exemple, l'évolution de la population de Londres, l'évolution de la population dans certaines régions, en Irlande, en Angleterre. Et Vauban, qui est un autre exemple, mais il y en a plein. Alors Vauban, il est intéressant, donc c'est un ingénieur militaire français de l'époque de Louis XIV, donc fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et Vauban, donc, il a deux textes sur l'exponentielle qui sont intéressants, et sur la féconde nature. Alors un, c'est pour faire se reproduire des animaux. Dans une ferme, il prend l'exemple d'une truie qui fait se reproduire, parce qu'il dit voilà, c'est très facile à nourrir, et si on laisse les animaux se reproduire, eh bien on pourra donner de la viande à tout le monde à bas prix. Donc il y a une idée sociale derrière, que l'abondance dans la production grâce à l'exponentielle va permettre, disons, une amélioration sociale. Et il a un autre texte plus politique, et alors là beaucoup plus guerrier. C'est qu'à l'époque, donc c'est l'époque de la colonisation de l'Amérique du Nord par les Français et les Anglais principalement, et donc un gros affrontement entre Français et Anglais. Et la France à l'époque occupe ce qu'il s'appelait la Louisiane, mais qui n'a rien à voir avec le petit État qu'on connaît aujourd'hui américain. La Louisiane à l'époque c'était le tiers du continent, ça allait du Québec au golfe du Mexique, c'était absolument énorme, mais très peu peuplé. Et Vauban dit, pour contrer la puissance anglaise, parce que les Anglais aussi étaient là, et plus puissants et plus peuplés, eh bien, il faut mettre en place une politique nataliste. Et il calcule, en multipliant comme ça, on est plutôt dans le registre des grains de blé, mais ce sont des êtres humains, des colons, il imagine que progressivement, le Canada français, lui il s'intéresse plutôt au Canada, le Canada français pourrait submerger sous le nombre le Canada anglais. Alors il fait des calculs assez précis, c'est assez intéressant parce qu'il va jusqu'à l'an 2000. Et son projet va jusqu'en l'an 2000, 2 siècles avant, enfin 2 siècles devant lui quand même. Il a peur de rien, il fait ses projections, il fait ses petits calculs. Et ce qui est amusant, c'est que donc il fait des projections tous les 30 ans, et donc il y en a une en 1970 et une en 2000, ce sont ces deux dernières. Et il se trouve qu'en 1974, il y a eu un recensement au Québec qui a été fait, donc sur le Canada, l'équivalent du Canada français, si on veut, et que le nombre d'habitants à ce moment-là correspondait tout à fait avec ce qu'avait pronostiqué Vauban. Mais alors évidemment, on peut s'en émerveiller et imaginer que Vauban a été un visionnaire. En réalité, c'est évidemment plus une coïncidence qu'autre chose. Et d'ailleurs, quand on regarde la population qu'il prévoyait pour l'an 2000, étant donné que c'était une croissance exponentielle qui devait exploser, le nombre d'habitants en l'an 2000 a complètement divergé de ce qu'on a observé en pratique. Mais on a quand même une petite chose assez amusante de constater qu'il est tombé juste par hasard 2 siècles avant, c'est quand même quelque chose. Et il y a un dernier intérêt assez méconnu dans ces histoires d'exponentielle et de croissance et de dynamique des populations, c'est la théologie. Alors, j'ai pas trouvé d'équivalent dans d'autres sphères religieuses, mais en Europe, en tout cas, c'est très net, et pendant 2 siècles, on a ça. C'est l'étude de la Bible, plus précisément dans l'Ancien Testament, parce que, je l'ai dit, pour étudier les populations humaines, on n'a pas de données. Et donc ceux qui veulent travailler, faire des modèles mathématiques typiquement exponentiels sont obligés de se replier d'imaginer, d'inventer plus ou moins. Et il y a au moins une chose sur laquelle il s'appuie, c'est notamment, pas seulement, mais notamment un passage de la Bible qui est le livre des Nombres, qui est le 4e livre, et dans lequel il y a un recensement qui est très précis, à l'unité près. On a plein de données. Alors ce sont des données bibliques. À l'époque, elles sont prises pour authentique. À l'époque, on pense que la Bible n'est pas seulement, dans l'Occident chrétien, on pense que la Bible n'est pas seulement le livre de la foi, mais aussi un document historique. Et donc, ces données sont considérées comme des données démographiques fiables, et vous avez tout un tas de calculs, tout un tas de théologiens qui se posent des questions comme combien y avait-il d'humains au moment du déluge, comment a évolué la population humaine après, l'exode d'Égypte, tout un tas de... Et ça dure pendant 2 siècles. Et je vous ai mis notamment le nom de Sussmilch. Sussmilch est un théologien allemand qui était un ami de Léonard Euler. Donc Euler, qui est le grand mathématicien du XVIIIe siècle, qui est interrogé par Sussmilch sur ce type de questions, et Euler écrit un article mathématique tout à fait savant,
là, pour le coup, il connaît les outils assez élaborés qu'il devait utiliser pour le modèle qu'il utilise. Donc, il utilise une suite à récurrence linéaire d'ordre 22, c'est un gros truc. Il connaît ce qu'on appelle aujourd'hui le polynôme caractéristique. Enfin, ça, je le dis pour les plus mathématiciens d'entre vous. Il connaît ça, la valeur propre dominante, enfin, la racine dominante pour évaluer le facteur de croissance. Il fait toute une étude à partir de ce genre de considération. Seulement à partir du 19e siècle que tout ça va être mis de côté. Et alors le premier, c'est à nouveau l'initiateur de cette idée-là, c'est à nouveau Fibonacci. C'est à nouveau Fibonacci en 1202 qui pose le problème, donc dans son Libera-Bacchi, le problème qu'il a rendu célèbre, qui fait qu'on parle aujourd'hui de lui. Je vous l'ai écrit là, je vous le mentionne parce que c'est un problème qui fait date dans l'histoire des sciences. Et en plus, c'est une traduction, c'est la seule vraie bonne traduction que j'ai trouvée de Jacques Céziano. Donc, combien de paires de lapins sont engendrés en une année par une seule paire? Quelqu'un plaça une paire de lapins dans un endroit clos de tous côtés afin de savoir combien de descendants cette seule paire engendrerait en une année. Or, il est dans leur nature de mettre au monde une nouvelle paire chaque mois, et les lapins ont des descendants 2 mois après leur naissance. Donc ça, c'est l'énoncé qui initie ce qu'on appelle aujourd'hui la suite de Fibonacci, qui est un énoncé qui a rendu célèbre Fibonacci. En général, on ne le connaît que pour cet énoncé-là et la résolution du problème. Et je crois que c'est pas une bonne chose, d'abord parce que Fibonacci a fait d'autres choses, on en a déjà parlé, mais aussi parce qu'on présente son travail, on voit le côté mathématique de la chose. Alors, on peut présenter le côté mathématique rapidement, c'est pas très nouveau, ce sont des choses assez connues que vous trouverez facilement dans un endroit. Donc, au premier mois, il y a un couple de lapins, et donc j'écris entre parenthèses 1 plus 0, c'est pour dire un couple fécond et 0 couple infécond. Et donc, le couple fécond va donner naissance à un nouveau couple qui lui-même ne sera pas fécond au début du mois. Donc, il y aura 2 couples, un qui était déjà là, qui est toujours fécond, et le nouveau qui ne l'est pas encore. Donc 2 en tant que 1 plus 1. Et si on continue comme ça le calcul, donc le couple déjà fécond va donner naissance à nouveau à un nouveau couple, le couple qui était infécond devient fécond, et on n'aura que 3 couples, c'est-à-dire 2 plus 1. On peut continuer comme ça, donc 5 couples au mois 4, 8 couples au mois 5, 13 couples au mois 6, et ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est de constater, qu'on constate assez vite quand on étudie les choses un petit peu en détail, c'est que pour trouver le nombre de couples à un mois donné, il suffit de faire la somme du nombre de couples des 2 mois précédents. Donc 13 couples, c'est 8 plus 5. 8, c'était 5 plus 3, 5, c'est 3 plus 2, et ainsi de suite. Et donc, si on continue de la sorte, on arrive à 233 couples au bout d'un an, et Fibonacci s'arrête là. Alors, on peut faire tout un tas de détails, hein, et ce qui fait que cette suite est connue, donc là, je l'ai écrit rapidement la règle de formation, mais ce qui fait que la suite est connue, c'est que quand on fait les rapports des termes consécutifs, donc 1 sur 1, puis 2 sur 1, 3 sur 2, 5 sur 3, 8 sur 5, etc., on s'approche petit à petit d'un nombre qui possède beaucoup de propriétés par ailleurs, donc 1,618 à peu près, qui est ce qu'on appelle le nombre d'or. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais la suite de Fibonacci a un tas de propriétés mathématiques extraordinaires et qui font écho aux propriétés mathématiques du nombre d'or, donc 1 plus racine de 5 sur 2. Et aujourd'hui encore, les mathématiciens s'intéressent à la suite de Fibonacci au nombre d'or. Il y a même une revue spécialisée qui est Fibonacci Quarterly, qui publie régulièrement des résultats nouveaux sur cette suite-là et sur ces liens avec le nombre d'or, qui se trouvent avoir des propriétés arithmétiques tout à fait particulières. Donc, mais en réalité, je disais que cette célébrité-là de Fibonacci, elle est un peu, pas usurpée, mais elle est mal placée, parce que lui-même, il s'est arrêté à 233. Le 233 que vous voyez là, il a calculé les termes. D'ailleurs, il met un certain temps avant de comprendre la règle de formation. C'est un petit peu laborieux, sa rédaction, et puis il s'arrête là. Il ne va pas du tout plus loin. Il ne remarque rien sur le nombre d'or, il n'essaye pas de prolonger la suite au-delà, il ne mène absolument aucune étude mathématique. Et au fond, c'est ça qui rend important son énoncé. Si on revient à l'énoncé, on voit en fait une expérience. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? On ne sait pas, mais
on imagine donc un endroit clos et puis une vraie expérience de biologie avec une population, et puis on a compté régulièrement, on a une idée du temps qu'il faut pour la reproduction, donc il donne 1 mois, c'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait le bon ordre de grandeur. Le temps qu'il faut pour qu'un couple de lapins devienne fécond, c'est aussi tout à fait raisonnable. Et donc on a l'impression d'avoir une expérience réelle qu'il sait arrêter au bon moment. Il est bien évident qu'il ne va pas remplir la terre de lapins. Et donc, au bout d'1 an, il fixe des bornes à son étude, il fixe des bornes à son travail, tout comme l'enclos. Donc, on a en fait la première tentative de modélisation mathématique d'un phénomène démographique. On est au tout début du XIIIe siècle, et je crois que c'est ça qui fait que ce problème est vraiment extraordinaire, et pas tellement la résolution au sens où ce qu'il en fait lui, c'est pas grand-chose. Et le fait que cette suite ait d'extraordinaires propriétés mathématiques, en fait, a été compris beaucoup plus tard. Donc, en quelque sorte, une célébrité un peu mal placée pour Fibonacci. On ne sait même pas, et on peut poser la question, est-ce que c'est vraiment lui qui a inventé le problème? Je citais tout à l'heure le problème des grains sur l'échiquier, il ne l'a pas inventé, et pourtant il n'accorde pas le crédit aux conteurs orientaux qui lui ont peut-être raconté. Qui sait si cette histoire-là aussi, en fait, n'a pas ramené de ses voyages et de son temps de formation. C'est tout à fait possible aussi. Et puis, plus récemment, la croissance exponentielle a changé de nature, est devenu quelque chose de beaucoup plus négatif que ça l'était au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou même au XIXe siècle, où on s'émerveillait, comme Richard Price, des richesses qui allaient se créer magiquement, ou bien des grains de blé ou des épis de blé qui allaient se multiplier et qui allaient créer l'abondance universelle. Donc c'est un renversement qui se produit, qui est une tendance de fond, et qui commence au XIXe siècle. Alors d'abord sur le volet dirham, les doublements des dirhams, le volet économique. Entre autres objections, on a celle de Pierre-Joseph Proudhon, donc, qui est un anarchiste du XIXe siècle, qui est connu notamment pour avoir dit « la propriété, c'est le vol ». C'est opposé au droit de propriété. Et pour justifier pourquoi il est opposé au droit de propriété, il dit, donc dans Qu'est-ce que la propriété? Si les hommes accordaient à l'un d'eux le droit exclusif de propriété, et que ce propriétaire unique plaça sur l'humanité à intérêt composé une somme de 100 francs, c'est ancien, hein, il n'y a plus de francs maintenant, de 100 francs remboursables à ses descendants à la 24e génération. Au bout de 600 ans, cette somme de 100 francs placée à 5% s'élèverait à 107 854 milliards 10 777 600 francs. Et pour lui, c'est une spoliation, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent sans travailler. Et ça, il est loin d'être le seul à faire ce genre d'objection, et ce type d'objection relève de la problématique, et aussi une problématique religieuse, sur la question de l'usure, ce qu'on appelle l'usure. Si je frette de l'argent qu'on m'en rend, et avec un petit intérêt, parce que j'ai mis en jeu de l'argent que j'ai prêté, il faut que je me rembourse du risque que j'ai pris en prêtant cet argent. D'accord, il y avait un risque, d'accord, c'est normal d'avoir un peu plus à l'arrivée, mais d'un côté, on a gagné de l'argent sans travailler. Donc ça, c'est un vieux débat que se posent notamment toutes les religions. Je crois savoir que l'islam interdit encore aujourd'hui l'usure. Ça a été le cas aussi pour le christianisme qui a changé d'avis en cours de route. Et le judaïsme, je crois, l'a toujours autorisé. En tout cas, c'est jamais complètement clair, et les modalités sont jamais claires. Parce que donc il y a l'idée, il y a deux choses à distinguer ici pour nous dans l'usure. C'est le côté immoral, pour aller vite, immoral de gagner de l'argent sans travailler. Et puis il y a le côté sur lequel insiste plus quelqu'un comme Proudhon, c'est non seulement c'est immoral parce qu'on gagne de l'argent sans travailler, mais on en gagne beaucoup parce que les intérêts composés, c'est exponentiel, et au bout d'un moment, toutes les richesses finissent par être concentrées dans une seule main ou dans très peu de mains. Et donc là l'exponentiel devient négatif comme facteur d'injustice, comme facteur d'inégalité. Et puis le côté grain de blé, lui aussi va être attaqué, et sur une autre modalité qui est celle de la peur de la surpopulation. Et le grand fondateur de cet autre type de peur de l'exponentiel, c'est Thomas Malthus, qui publie en 1798, de façon d'abord anonyme, ce qu'il appelle l'essai sur le principe de population. Et l'essentiel de son essai, de ses idées, c'est contenu dans le tout début. Vous pouvez lire le premier chapitre de Malthus.
douillet. Après, il empile des données. Alors, c'est un peu lourdingue. Lui aussi, il y avait quand même, c'est beaucoup ça qu'il apporte, Malthus, c'est d'aller voir vraiment les données réelles. Il essaye d'aller chercher dans différents pays, voir comment les choses se passent pour fonder son point de vue sur des observations réelles. Mais il dit, donc au début de son ouvrage, pour expliquer son idée, « Nous pouvons tenir pour certain que lorsque la population n'est arrêtée par aucun obstacle, elle va doublant tous les 25 ans et croît de période en période selon une progression géométrique. » Et vous verrez, c'est 1, 2, 4, 8, le doublement des grains, la suite des puissances de 2, exactement comme pour les grains sur l'échiquier. Et l'argument de Malthus, c'est de dire, oui, mais si la croissance de la population est comme ça exponentielle, forcément, à un moment donné, quelque chose coince parce que les ressources, elles, ne peuvent pas croître à cette vitesse-là. Pour lui, les ressources, c'est principalement les ressources agricoles. On est encore un monde très agricole, très rural. Et il imagine bien qu'on peut mettre en culture de plus en plus de terres, on peut améliorer éventuellement la technique agricole, mais ça n'ira forcément pas aussi vite que la population. Et donc, il pense que régulièrement, la population dépasse les capacités productives, les capacités agricoles du pays. Il voit ça à l'échelle principalement nationale. Et donc, il y a un effondrement, il y a une famine, il y a une catastrophe, et ça repart. Et il dit, il faut arriver à doser ça pour empêcher la surpopulation. Et voilà en gros l'idée de principe de population. Alors ça a l'air d'une idée comme ça. Ce qui a vraiment fait le succès de Malthus, c'est surtout le projet politique, qui n'est pas du tout comme celui de Vauban ou d'autres qu'il peut y avoir, comme ceux de Petty. C'est un projet politique beaucoup plus agressif et qui va avoir un certain succès dans l'Angleterre victorienne un peu plus tard. C'est l'idée que, en fait, qui se reproduit trop, et là, il va initier quelque chose qui n'existait pas avant lui. Autant les modèles exponentiels, il y en avait plein, il n'a rien inventé, mais il invente l'interprétation politique, c'est ceux qui sont en trop, ce sont les pauvres. Toujours. Parce qu'ils sont moins éduqués, alors ils font tout et n'importe quoi, ils ne pensent pas à réguler, à faire attention, et donc ils ont des enfants sans s'arrêter, et c'est trop. Et chaque fois qu'un pauvre a plusieurs enfants, il faut nourrir les enfants qui sont à la charge de la société. Et donc, il dit carrément, on ne peut pas lui reprocher d'être hypocrite, il va au bout de sa logique en disant il faut arrêter d'aider les pauvres, il faut arrêter de nourrir les enfants des pauvres, il faut les laisser mourir parce qu'à chaque fois qu'on les nourrit, finalement, on affaiblit la population et on se prépare à une catastrophe de plus grande ampleur après. C'est brut de décoffrage, lire Malthus, ça surprend. La première fois, on se dit comment on peut aller à ce point, disons, pousser la logique à ce point, et l'inhumanité à ce point. Mais il a du succès, parce qu'à l'époque, il y a tout un tas de gens qui trouvent que, oh oui, c'est vrai, c'est pauvre, surtout dans la bonne société anglaise, ils trouvent qu'effectivement, c'est vrai, on en fait trop pour les pauvres, et donc, on pourrait les laisser mourir. Il dit ça vraiment explicitement, laissons-les mourir. Enfin, c'est pas son terme exact, il a un terme un peu plus joli, mais c'est vraiment exactement ça qu'il signifie. Donc voilà comment ça s'installer. Malthus, en fait, en quelque sorte, pose les bases, mais les choses vont changer dans la deuxième moitié du XXe siècle, où j'ai dit Malthus, il regarde les choses principalement à l'échelle nationale. Il ne voit pas ça dans le monde entier. Et ça, c'est une invention du XXe siècle, un nouveau point de vue sur le monde et sur l'utilisation de l'exponentiel dans notre vision du monde, c'est l'étouffement du monde entier. On se fait peur avec une courbe exponentielle qui va être, là encore, qui va prendre deux formes, la forme grain de blé et la forme d'Iram. La forme grain de blé, c'est un livre qui a été un choc mondial, The Population Bomb, qui s'est traduit en français sous le nom de La bombe P, qui a été écrit par Paul Ehrlich, et donc en 1970. Paul Ehrlich est toujours en activité aujourd'hui, et il explique dans cet ouvrage que la population mondiale, cette fois, on n'est plus du tout à l'échelle des nations comme Malthus, la population mondiale est en train de croître exponentiellement, et donc, comme Malthus, va venir un moment où on n'aura plus à manger un peu pour tout le monde, on ne pourra plus produire pour tout le monde, et ça va être catastrophique. Ça va être la fin du monde. Et il annonce la fin du monde à ce moment-là, et quand on se dit que oui, en l'an 2000, ce sera déjà fini, et ce sera une catastrophe, il faut agir tout de suite. Ça s'est révélé évidemment complètement imaginaire, mais il a en quelque sorte renouvelé le discours de Malthus, en le plaçant à l'échelle mondiale,
alors que Malthus était purement national, et en disant cette exponentielle qui va nous étouffer, elle va nous étouffer une seule fois, après ce sera fini. Alors que Malthus, lui, imaginait des sortes de petites apocalypses ponctuelles, localisées, qui se reproduisaient, et qui s'étaient déjà produites, alors qu'Ehrlich, lui, il nous annonce la fin du monde. C'est plutôt ça. Et donc ça, c'est le côté grain de blé, et puis on a le côté d'Iram, donc de la même façon, le côté économique, qui est le fameux rapport de Limits to Growth, qu'on connaît aussi sous le nom de rapport Meadows, qui fait un petit peu la même chose, mais plus sur le point de vue économique, c'est-à-dire il regarde la production industrielle et regarde les ressources disponibles. On n'aura plus de pétrole, on n'aura plus de métaux, on n'aura plus rien, ça va être tel. Et c'est toujours le même type d'argument, c'est on se donne une croissance qu'on suppose exponentielle, on la prolonge assez longtemps, et comme ça va très vite, eh bien, à un moment donné, on finit par dépasser les nombres les plus grands. Et on n'est pas tellement, aussi bien dans Ehrlich que dans Meadows, on n'est pas tellement dans les... Bon, il y a une construction mathématique, mais il y a aussi ce que j'appelle la mystique de l'exponentielle. C'est-à-dire, la façon dont on raconte aujourd'hui la légende des grains de blé, par exemple, sur l'échiquier, elle est par exemple racontée par Marion King Hubbard, à une commission sénatoriale américaine. Alors, il est un petit peu dans cette idée qu'il n'y aura plus assez de pétrole, hein, et pour commencer son exposé, il raconte la légende des grains de blé. Et il dit, il lui donne un sens complètement nouveau, en disant, mais vous vous rendez compte, hein, le monde ne peut pas supporter le doublement d'un simple grain sur l'échiquier pendant 63 cases. Donc il sidère son auditoire en disant, c'est des nombres énormes. Il y a une dimension aussi d'humiliation, en quelque sorte. Vous ne l'aviez pas deviné, vous ne l'aviez pas anticipé. Et enfin, une sacralisation des grands nombres. Vous n'avez pas accès à ça. Vous ne comprendrez pas, vous ne trouverez pas ça. C'est inaccessible. Cette idée qui est assez prégnante. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est contraire aux mathématiques. Et il y a, de la part des mathématiciens, des enseignants, le besoin, je crois, d'essayer de reconquérir la croissance exponentielle, c'est-à-dire de revenir un petit peu à l'esprit de Fibonacci. Et du compteur exponentiel, c'est quelque chose qui peut nous émerveiller, mais qui est d'abord un objet d'étude, qui n'est pas un objet mystique devant lequel on doit se prosterner. Quand on fait de la science, l'idée, c'est de dominer l'objet, c'est pas d'être craintif devant. Alors, il y a des penseurs, évidemment, qui sont opposés à certaines choses qui étaient dites. L'un d'eux qui est assez intéressant, c'est Karl Marx. Karl Marx, dans l'édition posthume du troisième volume du Capital, donc à la fin du XIXe siècle, revient sur ce que dit Richard Price. Donc Richard Price, c'est celui qui plaçait un penny à intérêt composé pendant 1700 ans et qui remarquait que ça faisait plusieurs centaines de tonnes d'or. Et Karl Marx dit « L'idée que le capital est une valeur qui se reproduit d'elle-même et qui s'augmente dans la production en vertu d'une qualité innée et éternelle, la qualité cachée des scolastiques. » Donc les scolastiques, c'est une école de pensée médiévale en Europe. Donc la qualité cachée. C'est pas flatteur dans sa bouche de parler des scolastiques. A donné lieu aux élucubrations fantaisistes du docteur Price, qui dépassent de loin celles des alchimistes. Price fut simplement ébloui par la grandeur des nombres auxquels conduisent les progressions géométriques. Comme Malthus dans son théorème de la population, il considéra, sans tenir compte des conditions de la reproduction et du travail, le capital comme un automate grossissant de lui-même, et il put se figurer avoir exprimé ce développement par une formule. Alors, en quelques phrases, Karl Marx démolit à peu près tout ce qu'on peut vouloir démolir sur cette mystique de l'exponentielle, cette révérence respectueuse et en fait contraire à la science. C'est-à-dire qu'il dit en fait, c'est vrai que les progressions géométriques, la progression exponentielle, ça va vite, c'est étonnant, et ça sidère un peu, mais c'est pas parce qu'on est sidéré qu'on doit s'abstenir de se poser la question de la valeur du modèle qu'on prend. Est-ce que vraiment un modèle exponentiel permet de rendre compte de quelque chose? Et en l'occurrence, pour ce qui est de l'idée de Price de placer un penny à intérêt composé, il dit oui, mais en fait, ce qui fait l'intérêt, c'est
ces idées par ailleurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, hein, la richesse, elle a dû être produite. Et donc, ce sont des ouvriers, ce sont des travailleurs qui ont produit la richesse, qui permettent les intérêts sur le placement, ce qui est tout à fait vrai et de bon sens. Alors, il y a d'autres exemples, j'ai cité Karl Marx, mais il y a d'autres auteurs qu'on pourrait citer dans la même veine, mais si on veut se concentrer sur l'aspect plutôt plus mathématique, je dirais qu'une façon de se réapproprier un peu l'exponentielle, ça pourrait être de revenir à la légende des grains de blé et d'essayer de voir si on peut comprendre un peu plus, se recréer une intuition sur ce qu'est le nombre de grains sur l'échiquier. Comment accepter l'idée de ces 18 trillions de grains? Comment est-ce qu'on peut se reconstruire quelque chose pour que ça devienne acceptable, qu'on ne soit moins surpris? Alors, une façon de faire, c'est de recourir à une approximation. Et c'est pas très souvent présenté. Alors, chez les physiciens, apparemment, ce genre de choses est plus courant. Mais en dehors de ça, chez les mathématiciens, c'est pas tellement fait. C'est un petit peu curieux. C'est peut-être une différence de culture entre les deux. Ça n'a rien de difficile. L'approximation du nombre de grains part de la constatation, qui est très souvent faite par ailleurs aussi par les informaticiens, c'est que 2 puissance 10, c'est 1024, c'est-à-dire à peu près 1000. Et donc, si on approche 2 puissance 10 par 1000, eh bien, il devient très facile de calculer le nombre de grains de tête. Parce que 2 puissance 20, c'est 2 puissance 10 fois 2 puissance 10, donc c'est à peu près 1000 fois 1000, c'est-à-dire 1 million. 2 puissance 30, si on le fait doucement, on pourrait faire une exponentielle rapide, mais peu importe. 2 puissance 30, eh bien, ça sera 2 puissance 10 fois 2 puissance 20, c'est-à-dire 1 milliard. 2 puissance 40, ce sera 1 billion. 2 puissance 50, 1 billiard. 2 puissance 60, 1 trillion. Et 2 puissance 64, eh bien, c'est 16 fois 2 puissance 60, et donc 16 trillions. Ce calcul-là peut se faire de tête, sans aucun problème. Il suffit d'avoir compris un petit peu comment fonctionnent la multiplication des exponentielles, et qu'à chaque fois que j'ajoute 10, ça revient à ajouter 3 zéros au nombre que j'ai écrit. Et à la fin, à multiplier par 16, parce que 2 puissance 64, c'est 2 puissance 60 fois 2 puissance 4, et que 2 puissance 4 vaut 16. Si vous comparez ça avec la vraie valeur, la valeur exacte de 2 puissance 64, constatez qu'on n'est pas loin. Alors, évidemment, il manque 2 trillions. Donc, bon, ça fait un écart un peu significatif, mais ce qui est important n'est pas la valeur exacte, ce qui est important, c'est son ordre de grandeur. Et on arrive très facilement, je crois, aussi facilement que possible, et ce serait accessible probablement même à des collégiens, à calculer de tête un nombre aussi grand. Et c'est une façon aussi de se réapproprier la chose. Voilà, on domine, on n'est pas craintif devant sans savoir ce qui se passe, et cette fausse mystique qui n'a rien à faire dans les mathématiques. Et donc, voilà, donc 16 trillions par rapport à 18 trillions, c'est pas un écart énorme. Et donc, on comprend aussi, quand on voit quelque chose comme ça, on voit que multiplier par 2 puissance 10, en fait, c'est ajouter des zéros. Et donc, on peut se ramener à une addition, en quelque sorte. L'addition est mieux comprise par notre cerveau. À une addition, on ajoute des zéros. C'est la taille du nombre qui augmente de façon linéaire, et non pas le nombre lui-même qui croît de façon exponentielle. Alors, enfin, autre élément important sur l'exponentielle, c'est l'exponentielle qu'on peut appeler adoucie. On s'est quand même rendu compte, peu de temps après Malthus, que son modèle de population ne fonctionnait pas. Et celui qui a prolongé l'œuvre de Malthus pour en quelque sorte la démolir, c'est Verhulst, un Belge, qui a proposé l'équation logistique. Donc, mathématiquement, s'écrit f' égale k facteur d'un moins f fois f. Alors, je vais aller un peu plus vite, là pour le coup, on est un petit peu obligé de supposer que vous connaissez un petit peu les équations différentielles. L'équation différentielle de l'exponentielle, qui définit l'exponentielle, c'est f' égale k fois f. C'est-à-dire que le phénomène, la croissance du phénomène est proportionnelle à sa propre valeur. Et donc, à mesure que ça croît forcément de plus en plus vite, puisque précisément si ça croît, la valeur croît, et la vitesse de croissance est proportionnelle à la taille elle-même du phénomène. Et l'équation logistique corrige l'invraisemblance de l'exponentielle, qui finit toujours par
par devenir invraisemblable dans n'importe quel modèle, en ajoutant un facteur 1-f à droite, c'est-à-dire un facteur tampon. À mesure que donc on normalise la population maximum à 1, population entre 0 et 1, un nombre entre 0 et 1, et ça peut être la proportion d'un site occupé par une espèce, par exemple, et multiplié par 1-f, ça veut dire, oui, au début, quand f est petit, c'est-à-dire quand la population est faible, 1-f, c'est pas très loin de 1, et on n'est pas très loin de f' égale k fois f, et donc d'un modèle exponentiel. Et puis, à mesure que la population croît, le facteur de croissance, c'est pas juste k, c'est pas juste une constante, c'est k fois 1-f qui va commencer à diminuer. Et quand on résout l'équation différentielle, ce que savait faire Verulst très bien, et on trouve que c'est essentiellement la fonction arctangente, hyperbolique. Oui, arctangente hyperbolique, pardon. Donc là, c'est pas la bonne, je crois que je me suis trompé dans la formule. J'ai dessiné l'arctangente, désolé. C'est arctangente hyperbolique, c'est à peu près la même. Je l'ai un petit peu décalée pour qu'elle ressemble mieux à ce qu'il faut voir. Donc, au départ, on part de 0, un petit peu comme. Et puis, il y a une croissance qui, au départ, ressemble beaucoup à une croissance exponentielle. Si je superpose à une croissance exponentielle, ça se ressemble. Et puis, vient un moment où le facteur 1-f finit par empêcher la suite d'aller encore plus. La population d'augmenter trop, et elle finit par atteindre un maximum théorique qu'elle ne peut pas dépasser. Donc, on peut utiliser l'équation logistique pour étudier, par exemple, un phénomène comme le Covid. Donc, le Covid, j'ai beaucoup parlé jusque-là de considérations sur la population humaine, ou les populations animales ou végétales, mais on n'a pas été long à se dire, les mathématiciens dès le début du 19e siècle ont commencé à se dire, ça pourrait aussi exprimer un virus, après tout, c'est aussi une population, et on peut... ou un ensemble de malades, c'est une population, et on peut essayer de calquer ce type d'équation pour décrire ce qui s'est passé dans la propagation du Covid-19. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis le nombre de décès du Covid-19 en Chine, en dehors de la province du Hubei, parce que les deux doivent être un peu distingués, et c'est vraiment passé des choses très différentes. Donc, les points verts, c'est le nombre de décès par jour. Ça doit s'arrêter, la courbe n'est pas très récente, elle a quelques semaines. Et la courbe rouge, c'est un fit logistique, c'est-à-dire c'est l'équation logistique, éventuellement décalée un petit peu vers la droite et puis homotétisée, et on voit que ça colle particulièrement bien, avec là pour le coup une équation très simple, réussit à rendre compte du phénomène d'une façon assez étonnante. Alors la logistique a un petit inconvénient qui fait que c'est pas toujours elle qu'on utilise, c'est qu'elle est très symétrique. Vous voyez ici sur le premier dessin, elle est très symétrique. Elle est symétrique autour de son point d'inflexion qui est sur l'axe des Y. C'est une symétrie centrale qu'on peut faire. Et en pratique, pour des phénomènes comme les épidémies, il n'y a pas cette symétrie-là. C'est-à-dire qu'en général, l'épidémie croît très vite et décroît. Elle commence à freiner. Quand elle commence à freiner, elle freine moins vite qu'elle a accéléré au début. Raison pour laquelle on utilise aussi d'autres types de modèles, par exemple le modèle de Gompertz, donc qui est ici, où là, au lieu de, alors j'ai mis A, j'aurais dû mettre K, un nouveau petit K devant le petit x, f' de x égale A fois x, donc ça rappelle le modèle, à nouveau le modèle exponentiel, et au lieu de corriger par 1 moins quelque chose, on met log de K sur x, donc une autre façon de normaliser la chose, et j'ai essayé hier de l'appliquer au nombre de cas du Maroc, donc le nombre d'essais du Covid au Maroc, donc on est un peu plus de 200 maintenant, je crois, et en faisant un fit à l'œil nu, je l'ai pas fait mathématiquement, mais le fit à l'œil nu marche quand même assez bien. On a une bonne approximation par un modèle de Gompertz de l'évolution du nombre de décès. Alors avant 0, ça marche pas très bien, mais on sait que le début de la courbe est toujours un petit peu délicat à traiter parce que la moindre oscillation au tout début a une importance énorme. Un décès en plus ou en moins a un effet assez considérable. Et bien sûr, la fin, le dessin prolonge la courbe à la fin, mais ça n'a pas forcément de valeur prospective. C'est pas en prolongeant une courbe comme celle-là qu'on pourra savoir le nombre ultime de décès du Covid au Maroc, c'est juste plus un modèle descriptif qu'un modèle prédictif. Mais on voit qu'avec l'intérêt, c'est pas tellement que la courbe colle bien, parce qu'on peut toujours faire coller une courbe à un ensemble de données. Ce qui est remarquable, c'est que le modèle de Gompertz est assez simple. C'est un système dynamique très simple. Et quand vous avez quelque chose de très simple qui arrive raisonnablement bien à rendre compte
d'un phénomène, c'est plus intéressant que d'essayer de faire tout un tas de choses plus compliquées les unes que les autres, qui certes ressembleront mieux à la fin aux résultats qu'on observe, mais qui fait perdre un petit peu la compréhension de ce qui est en jeu. Alors, pour finir, je voudrais revenir sur la croissance exponentielle elle-même et citer ce que je considère comme une certaine modernité des époques anciennes sur l'exponentiel. J'aurais pu citer des mathématiciens d'aujourd'hui qui vous racontent que l'exponentiel, c'est quelque chose de terrible, qu'on ne domine pas, qu'on ne comprend pas, qu'il ne faut même pas chercher à comprendre le nombre de grains, qu'on n'y arrivera pas, mais y compris des grands mathématiciens. Je peux vous citer Grothendieck en personne, donc, qui est un des grands mathématiciens du XXe siècle, très connu, qui a complètement déliré en faisant une préface du livre de la traduction française de Paul Ehrlich, où il raconte absolument n'importe quoi, et on voit bien qu'il est lui aussi victime de la mystique de l'exponentiel, même quand on est des mathématiciens. Et pourtant, eh bien, d'un certain point de vue, quelqu'un comme Fibonacci, que je citais tout à l'heure, ou comme Ibn Khalkhan, eh bien, on est au Moyen-Âge, et ils n'ont pas cette mystique-là, ils sont beaucoup plus modernes en un sens. Et il y a d'autres exemples plus anciens, j'aurais pu citer Archimède aussi, mais là je voudrais citer un passage du Lalita Vistara, qui est une biographie du Bouddha, qui date, on ne sait pas exactement quand elle a été écrite, entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, on pense. Et donc c'est un petit passage en forme de conte final, pour revenir encore en Orient. Donc là, il passe des épreuves, quoi. Ce Bouddha, à ce moment-là, passe des épreuves. Et voici comment, donc dit le texte, voici comment le jeune Bouddha, alors simple bodhisattva, donc c'est le cran en dessous, il n'était pas encore Bouddha, c'était les différents étages de la progression du Bouddha. D'abord bodhisattva, ensuite Bouddha. Donc voici comment le jeune Bouddha, alors simple bodhisattva, répond à une question d'Arjuna, grand calculateur et arithméticien arrivé au terme de la science des nombres. Arjuna dit: jeune homme, comment peut-on entrer dans la numération parvenue à pénétrer dans les atomes les plus subtils? Là, tenez-vous bien. Le bodhisattva dit: dans 7 grains d'atomes subtils, il y a un grain de poussière fine. Dans 7 grains de poussière fine, il y a un petit grain de poussière. Dans 7 petits grains de poussière, il y a un grain de poussière éclairé du soleil. Dans 7 grains de poussière éclairés du soleil, il y a un grain de poussière éclairé de la lune. Dans 7 grains de poussière éclairés de la lune, il y a un grain de poussière soulevé par le pied d'un mouton. Dans 7 grains de poussière soulevés par le pied d'un mouton, il y a 7 grains de poussière soulevés par le pied d'une vache. Dans 7 grains de poussière soulevés par le pied d'une vache, il y a une lance. Dans 7 lantes, il y a un grain de sénévé. Dans 7 grains de sénévé, il y a un grain d'orge. Dans 7 grains d'orge, il y a la longueur d'un doigt. Dans 12 doigts, là ça change, dans 12 doigts, il y a un empan. Dans 2 empans, il y a une coudée. Dans 4 coudées, il y a un arc. Dans 1000 arcs, il y a un crossa du pays de Magadha. Et dans 4 crossas, il y a un yojana, ce qui correspond à quelques kilomètres. Et maintenant, donc conclut Bodhisattva, et maintenant, quel est celui d'entre vous qui sait combien il y a d'atomes subtils dans un yojana? Donc il va falloir multiplier 7 par 7 par 7 par 7 par 7, etc. Et ensuite par 12 et par les quelques nombres qui concluent. Et ce qui est remarquable, c'est que donc le Bouddha Bodhisattva à ce moment-là, il donne la réponse, il donne le nombre. Ok, nombre énorme, je ne l'ai pas noté. Et tout le monde applaudit, et tout le monde dit: ah oui, il est quand même trop fort, hein. Voilà, c'est sa jeunesse, et bon, tout le monde est en train de commencer à apprendre qui c'est et à l'apprécier. Mais il donne la réponse, mais ce n'est pas du tout magique. C'est tout à fait normal. Et il est applaudi pour ses compétences en calcul, mais pas du tout pour être dans le secret de quelque chose de particulier. Ce n'est pas du tout mystique, au contraire. C'est pour ça que je trouve que c'est assez moderne. On n'a pas peur des grands nombres, on les utilise. C'est d'abord un objet mathématique, et comme tout objet mathématique ou scientifique, eh bien, on l'étudie. On n'en a pas peur pour lui-même, au contraire, c'est un outil précieux pour comprendre le monde, pour comprendre les mathématiques, parce que l'exponentiel est considéré par certains mathématiciens, et sans doute à raison, comme la fonction la plus importante de toutes les mathématiques. Je vous remercie de votre attention. Voilà quelques éléments bibliographiques, et si vous avez des questions, sous une forme ou sous une autre, sur le chat ou en direct, elles sont les bienvenues.
Je remercie beaucoup, professeur Benoît. Je remercie tous les professeurs, tous les étudiants. Je remercie beaucoup, monsieur le doyen. Je vous remercie pour cette thématique de vulgarisation mathématique qui est très intéressante pour nous, les professeurs, pour les étudiants. Le thème, la peur exponentielle contourientaux au Covid-19 nous a permis de découvrir plusieurs études qui ont été faites dans les siècles précédents. Merci à vous tous. Merci à M. Benoît pour cette conférence qui a montré l'intérêt des mathématiques et dans les différents champs disciplinaires et durant toute l'humanité et partout dans le monde, et ça concerne toutes les populations, toutes les religions, c'est extrêmement important. Merci Madame Arij, merci Lamia et merci Stéphane Rahi d'avoir suivi les questions. Donc, et merci à tous mes collègues. Le dernier mot, ce sera pour nos étudiants. Je leur souhaite bon courage pour la fin des cours et pour la préparation des examens plus tard. Je leur dis aussi que c'est vrai qu'on est en train de sortir progressivement de confinement, mais le virus est encore là. Faisons tous attention et prenez en charge vos familles pour les aider à lutter contre cette pandémie. Donc, merci beaucoup. Notre rendez-vous pour de prochains webinaires. Et vous avez dit, M. Benoît, que vous auriez bien aimé nous saluer. Alors, c'est une occasion pour vous inviter à venir à Tétouan pour développer des collaborations. Vous et tous les membres de votre laboratoire, nous serons ravis de vous accueillir ici à Tétouan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.